Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai vu ma vie changer grâce à l'agriculture. Comment je suis en train de bâtir un patrimoine qui pèse des milliards. Comment je suis en train de créer une richesse générationnelle. Et comment je suis en train de créer une richesse durable grâce au domaine agricole et surtout grâce au modèle agricole et précisément grâce au choix des cultures. Donc, si toi aussi tu veux bâtir un patrimoine sur le long terme, parce que c'est ici que je parle de patrimoine, je parle de richesse. Si tu me suis, tu as dit voilà, depuis un certain temps, tu sais bien faire la différence entre avoir de l'argent et être riche. Tu sais faire la différence entre avoir un patrimoine et, avoir un patrimoine. Donc, c'est vers là que je vais t'aider qu'à amener plusieurs que d'entre vous. Donc, si tu es intéressé que par cette thématique-là, je vais t'inviter à rester au bout de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier des enseignements que je partage ici. Peut-être pour toi qui me découvre pour la première fois, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser nos richesses, locales, les richesses endogènes. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Petit bémol aussi, je tiens à rappeler ici que les statistiques YouTube me font comprendre comme quoi vous êtes 62% à suivre la chaîne de façon quotidienne, de façon assidue, mais vous n'êtes pas abonné. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous suivez la chaîne et vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous afin que les algorithmes YouTube puissent comprendre que ici, vous êtes intéressé. Parce que si tu ne t'abonnes pas, ben, l'algorithme YouTube ne va pas t'envoyer les vidéos, ne va pas te proposer les vidéos aussi intéressantes que je partage. Et j'ai remarqué aussi que l'algorithme restreint que le partage, l'algorithme n'est pas en train de diffuser à plusieurs d'entre vous. Il y a aussi ce souci-là que vous n'êtes pas là à mettre le pouce. Si tu regardes une vidéo et que justement elle te plaît, mais mets le pouce. C'est comme ça qu'on fait pour faire grandir la communauté. Moi, je fais le job de partager, la connaissance. En retour, toi aussi, tu dois animer la chaîne. La chaîne nous appartient tous. La chaîne, ça vous appartient aussi. Donc, ayez cet esprit de créativité, cet esprit de richesse qui consiste aussi à partager. Ne soyez pas uniquement là à prendre et à ne pas donner. Votre façon, ta façon de contribuer aussi, c'est de mettre ton pouce, de commenter, de t'abonner. Ça pourrait aussi être une participation, c'est-à-dire que pécuniaire. Tu peux aussi investir. La chaîne nous appartient. Comment est-ce qu'on fait pour que la chaîne grandisse? Donc, YouTube aussi a proposé, c'est-à-dire que des options comme de remerciement, où vous participez. YouTube, c'est-à-dire que m'interpelle à chaque fois, je peux créer une communauté des membres où je diffuse, c'est-à-dire voilà, de façon privée aux personnes, c'est-à-dire qui vont payer justement, c'est-à-dire que c'est la partie membre. Mais je ne le fais pas parce que je voudrais que ça bénéficie à plusieurs d'entre vous. Donc, faites aussi l'effort, c'est-à-dire voilà, dans ce sens-là de pouvoir, c'est-à-dire interagir, afin que la chaîne puisse continuer, c'est-à-dire à vivre, à grandir. Donc, une fois que j'ai dit ça, je ferme la parenthèse. Donc, je viens te faire comprendre ici que si je viens sur YouTube, c'est parce que je viens valoriser et vulgariser les produits du terroir. Je viens partager ce que je fais déjà sur le terrain. Tu vois, si je me retrouve à te donner des stratégies sur le business, des stratégies dans le domaine agricole, ce que tu n'entends nulle part. Mais c'est parce que derrière aussi, j'ai cette philosophie qui m'a été véhiculée toujours par mon grand-père, que avant de vouloir recevoir, il faut savoir donner. Que si tu veux ramasser, il faut savoir jeter. Je pouvais venir uniquement sur YouTube, tu vois, ou sur les réseaux sociaux, commencer à vous dire, ben, je vends le poivre, je vends le jansan, je vends le bitacola, je vends l'huile de palme, je vends l'huile de palmiste. Achetez ou achetez, qui va acheter? Je vends la cola combinata, ou je vends le manioc, je vends le macabo. Non. Tu vois que depuis 5 ans ici, je partage des stratégies pointues pour toi qui aimerais entreprendre.
Parce que je sais aussi que c'est un domaine très méconnu par la majorité de la population. Le secteur agro-pastoral, c'est un secteur qui est très, très méconnu par les Africains. C'est un secteur vraiment où on ne met pas l'accent là. C'est un secteur délaissé comme ça, comme je coutume à vous dire. Ce sont nos grands-parents, ce sont les personnes dans l'arrière-pays qui le font. Généralement des personnes qui n'ont pas, c'est-à-dire voilà, énormément d'instructions. Et ce qui donne cette image que c'est voilà, c'est fait pour les pauvres. Non, l'agriculture, c'est loin de là. L'agro-pastoral, ce n'est pas un secteur réservé pour pauvres. Et c'est pour ça que depuis 5 ans, j'essaie de déconstruire les barrières, les pensées limitantes que vous avez. Les barrières limitantes. Parce que je coutume encore à répéter que tout est question de mindset. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc moi, si je me suis lancé dans ce secteur, le secteur agricole, c'est parce que je sais que c'est grâce à l'agriculture que l'Afrique va se développer. C'est grâce à l'agriculture qu'on aura des multimillionnaires et des multimilliardaires. Je viens de te faire comprendre que l'Afrique est encore à 70% rurale. 70%. Que nous avons encore des terres arabes à perte de vue. Et je mets un petit bémol. Quand je dis des terres arabes à perte de vue, je dis un petit bémol que si on ne se réveille pas, ces terres arabes ne vont plus nous appartenir. Nous sommes bénis parce que nous avons le climat qui va venir. On a du soleil, il y a de l'eau, il y a de la pluie, on a, comme j'ai dit, les terres qui sont fertiles. En termes de variété culturelle, nous avons énormément de variétés culturelles. Mais maintenant, est-ce que toutes les cultures se valent? C'est là où je viens de te faire comprendre que toutes les cultures ne se valent pas. Donc, si tu veux gagner du gros argent, et gros argent, afin de devenir riche et le rester sur la durée, ça demande de la stratégie. Donc, tu comprends que c'est pour ça que lorsque tu veux aller te lancer, tu vas te demander de la connaissance maintenant. Ça va demander que tu te formes. Ça va demander que dans la formation, tu ajoutes la stratégie. Je suis en train de te partager ma pensée. Parce que plusieurs d'entre nous allons entreprendre, on ne pense pas. Du moins, on va entreprendre ou on va investir avec l'émotion. Non. Lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat, il faut enlever le plus possible les émotions. Il faut aller avec la raison. C'est pas facile, n'est-ce pas? Beaucoup vont avec les émotions. Oh, je viens parce que je vais gagner les millions. Ah, je viens parce que j'ai entendu un tel m'a dit que ça donne des millions. Ah, je viens. Non. La raison. Présentement en Afrique, lorsque tu vas aller entreprendre, quel est le mindset que tu as? Quelle est la philosophie que tu as? Parce que entreprendre ici, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Je peux répéter? L'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Je marque le bémol sur possible parce que ça ne va pas être facile. Ça va être compliqué. Il y aura des contraintes. Il y aura des challenges. Tu vas tomber plusieurs fois, mais il va falloir que tu te relèves. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait que tu aies un réel pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas l'entreprendre? Pourquoi est-ce que tu vas aller investir en Afrique? Quelles sont les raisons? Mais si tes raisons ne sont pas plus fortes que l'objectif que tu vas l'atteindre, tu vas abandonner. C'est pour ça que je vais demander ici de rêver grand. Il faudrait que ce que tu vas aller faire t'effraie, te fasse peur, t'empêche même de dormir que la nuit. Que tu aies des insomnies. Si tu n'as pas les insomnies, par rapport au projet que tu vas aller faire en Afrique, tu es encore à la cour de maternelle. Tant que ce que tu veux faire ne t'empêche pas de dormir,
Non, tu n'es pas en train d'entreprendre. C'est pour ça que j'ai coutume à dire ici, il ne sert à rien qu'on passe autant à blablater, à pleurer. Quand on sait les challenges qui sont les nôtres. Moi, j'ai constaté donc en Afrique, le mal qui nous mine, c'est que nous ne transformons pas ce que nous produisons. Que l'Afrique vend ses matières premières et consomme avec les produits manufacturés par d'autres puissances, par d'autres économies. Je peux répéter, le bémol chez nous, si nous ne sommes pas riches, alors que c'est nous qui avons les meilleurs sous-sols, les meilleurs sous-sols du monde, on a l'or, le diamant, le colbert, manganèse, coltan, uranium, pétrole, gaz, on a tout ça. En termes de culture, de sol, on a une richesse en termes de variété culturelle, on a la même météo. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne sommes pas riches? Si nous ne sommes pas riches, c'est parce que nous ne sommes pas là à transformer nos matières premières. C'est parce que tout ce que nous produisons est dédié à l'export. Et quand ça va à l'extérieur, ça va être transformé. On apporte la plus-value. Et derrière, nous ne sommes que des consommateurs. Je peux prendre l'exemple avec le cacao, le café, le coton, l'arachide, l'anacate, le bois, nos minéraux. Nous n'avons pas le contrôle dessus. Et tant que nous n'avons pas le contrôle dessus, mais nous ne sommes que des consommateurs. Est-ce que tu vois la philosophie? Je ne suis pas dit en train d'aller produire. Est-ce que tu vois de la philosophie qu'il y a derrière? C'est comme ça que tu dois dépenser. Et ça, tu dois dépenser ça sans émotion. Comprends que nous sommes dans un monde capitaliste. Qui dit capitalisme? Le capitalisme ici, c'est le libre-échange. Hein? Ça favorise, c'est-à-dire voilà, l'éclosion, c'est-à-dire que des capitaux privés. Le capitalisme ici, c'est de faire du profit. Et le profit ici maintenant, ben, dans ce profit-là, ils s'en foutent des valeurs. S'ils peuvent venir spolier, prendre nos ressources à bas coût, des fois même sans nous donner de compensation, mais ça ne va pas les gêner. Il faut comprendre le système dans lequel on est. Ce que la plupart d'entre nous n'avons pas compris, c'est que nous sommes dans les émotions. Oh, les Occidentaux qui viennent prendre. Ah, c'est les machins qui viennent prendre. Ah, c'est les Libanais qui viennent prendre. Ah, c'est les Français qui viennent prendre. Ah, c'est les Américains qui viennent tout arracher. Ah, c'est les Occidentaux. Ah, c'est les Blancs qui viennent prendre nos terres. Rien. Moi, j'ai compris une chose que si on ne reste que dans les émotions, à blablater, à se plaindre, on ne pourra rien faire. Donc, sur ce fait, qu'est-ce qu'on se doit de faire? Ce qu'on se doit de faire, c'est que chacun se doit d'aller contribuer à sa manière. Chacun se doit d'aller apporter sa pierre à l'édifice. Il faut qu'on se comprenne très bien. Tu vois que ici, je ne te mets pas le drapeau du panafricanisme. Je ne te mets pas le drapeau des Kémites. Et tu comprends que par ma façon d'aller entreprendre, j'entreprends de façon telle que militant, je viens ici enrichir, je viens ici créer une richesse endogène, une richesse locale qui va impacter l'économie telle que de mon pays et qui va impacter l'économie de l'Afrique. Je viens permettre à ce que mon économie décolle. Avec une vision comme ça, je me dois de me rassurer que chaque chose que je fais impacte positivement l'économie de mon pays. C'est pas facile. Hein? Dans un contexte où tu sais que dans ton pays, rien n'est fait. Tout est à refaire. Donc, c'est un sacrifice, en fait, qu'on se doit de faire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'entreprendre, il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat et le commerce. L'entrepreneuriat, c'est, comme je dis, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Mon idéal de vie possible, c'est de voir mon pays se développer sur le plan économique. C'est d'avoir mon pays être souverain sur le plan économique, souverain sur le plan de ses ressources, souverain sur le plan industriel, souverain sur le plan de la recherche scientifique, souverain sur le plan de la recherche et développement, souverain sur le plan de la science et de la technologie, souverain sur le plan de la médecine, qu'on soit que nous-mêmes en train de faire des recherches,
comme brevet de nos recherches, souverain sur le domaine agricole, souverain sur le domaine de la logistique, souverain sur les infrastructures, souverain sur le domaine des équipements. C'est ça mon idéal de vie possible. Mais pour le faire, on ne peut que compter sur nous-mêmes. Pour le faire, il faudrait qu'on ait des dirigeants aussi forts, des dirigeants qui ont des visions. Parce que comme j'ai dit en amont, nous sommes dans un monde de rapport de force, nous sommes dans une jungle où c'est les plus forts qui bouffent, c'est-à-dire que les plus faibles. Nous sommes dans une jungle où c'est ceux qui sauront, c'est-à-dire que s'adapter, qui vont s'en sortir. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il faudrait que tu comprennes mes propos. Tu vois que c'est une philosophie. Donc, si tu n'es pas en train de comprendre ça, peut-être tu me suis, tu dis, mais pourquoi Thierry, à chaque fois, est en train de parler des produits du terroir? Pourquoi Thierry ne veut pas aller faire tel genre de business? Non. Aujourd'hui, on se doit de développer, c'est-à-dire que des richesses locales. Nous, en Afrique, nous ne produisons rien. Nous ne sommes que des consommateurs. Si nous ne sommes que dans la posture de consommateurs, on ne pourra pas se développer. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'aller vers le secteur agricole, mais en choisissant c'est-à-dire que les produits du terroir. Parce que comprendre aussi que ce que tu mets dans ta bouche, c'est ton médicament. Donc, nos aliments que nous consommons, c'est notre médicament. On commence à devenir malade à partir du moment où on n'a pas le contrôle sur notre alimentation. Et si on n'a pas le contrôle sur notre alimentation, ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle sur les semences. L'aberration aujourd'hui, c'est que les multinationales occidentales, tu as 3 multinationales occidentales qui détiennent 95% des semences mondiales. 95% des semences mondiales. Des semences sur lesquelles ils ont fait des recherches sur le plan du développement. Ils ont breveté et aujourd'hui, ils ont la paternité dessus. Et on nous oblige tous comme ça à aller consommer les céréales aujourd'hui. Le maïs, le blé, le sorgho, le blé, l'houblon, l'orge. Ils ont les brevets dessus. Je ne parle même pas des cultures maraîchères. Tomates, poivrons, persil, tout ça. Ils ont les brevets dessus. Ce qui fait que les producteurs aujourd'hui sont contraints, obligés d'aller acheter ces semences-là auprès de ces producteurs, auprès de ces industriels. Et c'est des semences qui ne sont pas reconductibles. Et le bémol là-dedans, tu verras que c'est des compagnies qui n'ont normalement rien à voir avec le secteur agricole. C'est des laboratoires pharmaceutiques. Qu'est-ce qui explique que des laboratoires pharmaceutiques aujourd'hui se retrouvent en train de produire les semences? Fais le rapprochement. Ils vont produire des semences sur lesquelles on est obligé de bombarder les produits chimiques. Ces mêmes semences aujourd'hui que lorsqu'on va consommer, que nous rendent malades. Tu vois le rapprochement? C'est les mêmes qui vont fabriquer les médicaments. Ce que je te dis, c'est ce qu'on vit. Alors que la nature nous a donné comme ça, c'est-à-dire que des milliers de variétés de cultures. Moi, c'est comme ça que j'ai fait penser. Donc, lorsque tu choisis dans ce combo d'agriculture industrielle intensive mécanisée, tu vois que c'est un modèle qui ne nous convient pas. Lorsque tu es pour ce modèle-là, tu te retrouves en train de travailler pour les autres, en fait. Quand tu m'entends des fois te dire que tu travailles pour les autres, ça veut dire que si tu prends le modèle industriel intensif mécanisé sur la chimie, avec de l'eau, l'engrais, le pétrole, ben, tu travailles pour les autres, en fait. Quand je dis travailler pour les autres, tu travailles pour ces puissances occidentales. Ceux qui ont déjà le contrôle sur les semences, sur la mécanisation, sur les engrais, sur la chimie, quand je dis chimie ici, pesticides, nématicides, fongicides, c'est toujours ces mêmes laboratoires. Pour les banques, tu ne travailles pas pour toi. Alors qu'avec l'agriculture aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être sur les grosses superficies. En étant sur une petite surface, tu peux gagner énormément d'argent. Ta vie peut changer. C'est ce modèle que je suis venu partager ici avec toi. Le modèle de permaculture qui consiste à imiter la nature. Dans la nature, tu vois comment la nature est faite. J'ai déjà fait des vidéos sur la nature. Dans la nature, tu vois, il n'y a pas d'uniformité. Tu as les arbres, tu as des arbustes, tu as les lianes qui poussent, qui grimpent sur les arbres, tu as les légumineuses. Le sol est toujours couvert. Donc, dans une prairie, tu as comme ça une variété de cultures.
C'est comme ça qu'on se doit de faire. Imiter uniquement la nature. Sans intervention. Sans intervention telle que mécanique. Sans intervention chimique. Et réduire au maximum le coût de production. C'est comme ça que j'ai pensé le modèle. En me disant, mais qu'est-ce qui explique que nos parents ont travaillé toute leur vie? Moi, j'ai vu mon grand-père. Mon grand-père était agriculteur. Il a laissé un patrimoine de plus de 20 hectares de terre. Il était dans le cacao, le café, les vergers. Quand je te parle des vergers ici, moi j'ai grandi, on avait la plus grande plantation de manguiers. Tout jeune, on vendait les mangues. Quand les chemins de fer du Cameroun fonctionnaient encore. Moi, mon village Compina, tu peux arriver par le train et arriver par route. On vendait les mangues, on vendait les cultures vivrières à travers, auprès des voyageurs, auprès de ceux qui voyageaient en train. Ceux qui ont connu le Mbangan Kumba, marquez dans les commentaires. On avait le train qui partait de Douala jusqu'en Konsamba, jusqu'en Kumba. Et on avait comme ça au moins 3 navettes. Donc, tout jeune, pendant les vacances, j'allais au champ, cueillir les mangues et je vendais au train. On vendait les bobolos, on vendait les mitumba, on vendait le manioc. Tu penses d'où me viennent toutes ces inspirations-là? C'est parce que c'est des choses que nous avons fait. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, Bolloré, tel qu'après les chemins de fer ne fonctionnent plus. C'est une aberration. Ça faisait vivre le tissu économique local de l'arrière-pays. Donc moi, c'est en voyant tout ça, je dis non, je ne me dois pas d'aller faire l'agriculture tel que mes grands-parents ont fait. Parce qu'on les a envoyés tel qu'aller faire les cultures de rente, café, cacao, EVA, coton. Tu vois, les cultures vers lesquelles ils n'ont pas de plus-value en fait. Ce n'est pas que c'est des cultures qui sont mauvaises, mais c'est que derrière on n'a pas la plus-value. C'est des cultures qu'on produit et on vend à l'état brut. C'est quand ça vient en Occident. Ici en Occident, ils apportent la valeur ajoutée. Le cacao par exemple, on viendra torréfier ça ici, transformer c'est-à-dire qu'en chocolat, transformer en poudre de cacao, transformer c'est-à-dire qu'en beurre de cacao. Est-ce que tu vois la valeur ajoutée qui est apportée? C'est les emplois que ça va créer. C'est des industries que ça crée. C'est ça la valeur ajoutée qu'on paie en fait, ici en Occident, alors qu'eux ne produisent pas le cacao. Pareil pour le café. Donc moi, voyant ça, c'est pour ça que, de façon stratégique, j'ai dit non, je vais plutôt aller enrichir l'économie réelle de mon pays, travailler sur les produits du terroir. Je vais le faire dans le palmier à huile. Ça, c'est l'huile de palme. Tu vois, ça, c'est l'huile de palme. L'huile de palme, pourquoi je fais le choix de l'huile de palme? Je fais le choix de l'huile de palme, c'est encore stratégique. Ne comprendront ça que ceux qui pourront comprendre, parce que, tu vois, je ne suis pas dans les émotions. Je suis dans, je veux dire, une guerre économique stratégique. L'huile de palme, parce que l'huile de palme est originaire d'Afrique. C'est originaire du golfe de Guinée. Donc, c'est une plante qui pousse de façon naturelle chez nous. L'avantage que nous avons, c'est que nos ingénieurs agronomes ont pu, c'est-à-dire qu'on a domestiqué cette plante-là. Parce qu'avant, ça poussait de façon spontanée. On avait que des plantes femelles et des plantes mâles. Oui, il faut savoir. Tu as des duras et des pessifera qui poussaient de façon spontanée. Mais nos ingénieurs agronomes, par le biais de la science, c'est pour ça que je demande ici qu'on se doit d'être autonome sur le plan de la science. On se doit d'avoir la souveraineté scientifique. On se doit d'avoir la souveraineté sur la recherche et développement. Ça, aujourd'hui, je tire que mon chapeau à nos ingénieurs agronomes, à nos scientifiques. Ils savent aujourd'hui comment domestiquer le palmier à huile. Donc aujourd'hui, par le biais d'un croisement entre le dura et le pessifera, donc entre le plant mâle et le plant femelle, ça nous a donné une variété hybride qui s'appelle Ténéra. Et cette variété hybride a la particularité qu'elle produit abondamment à l'état. Et non seulement elle produit abondamment à l'état, elle a aussi, c'est-à-dire que la coque, elle donne aussi le noyau qui permet de faire l'huile de palmiste.
Parce qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas oublier que le plan mâle, qui était Dura, lui, il avait une grosse coque et pas du tout de chair. Et tu sais que lorsqu'on va produire le palmier à huile, c'est pour avoir tel que de l'huile. Donc, il faut beaucoup de chair. Et le gros avantage, c'est que le palmier à huile, c'est la matière oléagineuse qui produit la plus à l'hectare. Un hectare de palmier te donne 24 tonnes de matière fraîche, donc 24 000 kilos. Et 4 000 litres d'huile. 4 000 litres d'huile. Ce qui n'est pas le cas avec les autres oléagineuses. Ce qui n'est pas le cas avec le colza, le tournesol, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de soja. Et en termes environnementaux, il faut comprendre que l'huile de palme est bien parce qu'on utilise moins d'espace. Et c'est l'avantage, c'est que c'est une plante qui est coriace. Ça n'a pas besoin d'énormément de produits chimiques. C'est une plante, une fois elle est debout, même les mauvaises herbes telles que nous n'atteignent pas. Ce qui n'est pas le cas avec plusieurs cultures telles que céréalières, où tu es obligé de venir sacrer, venir ou soit pomper les herbicides, pomper les produits chimiques. Est-ce que tu vois la stratégie? Et comprendre que c'est une culture qui est stratégique pour nous. Parce que l'huile de palme, ça passe. C'est incontournable. Dans nos mets, dans nos traditions. Dans nos mets, tu ne peux pas manger un bon héros, le coq, sans l'huile de palme. Tu ne peux pas manger un bon coquille sans huile de palme. Tu ne peux pas faire le mitumba sans huile de palme. Tu ne peux pas faire plus le sanga sans l'huile de palme. Tu ne peux pas faire la sauce graine sans l'huile de palme. L'huile de palme est incontournable. Pour les fritures, pour la tradition, tu ne peux pas aller te marier sans huile de palme. Pareil pour le manyanga, qui est l'huile de palmiste. C'est ça qui soigne tous nos bobos. Nous, on a grandi avec ça. On nous embaumait du manyanga partout, tel que pour les palus, les temps de palus, on nous faisait boire même le manyanga. C'est tellement, t'as dit que là, tout ce que je dis là, c'est des alicaments. Et quand on dit alicaments, il faudrait que ce soit le plus naturel possible. Parce qu'on consomme ça. Il faudrait que la chimie intervienne le moins possible, qu'il n'y ait même pas de chimie. C'est comme ça que j'ai pensé. Et le palmier à huile aujourd'hui, ça sort plusieurs familles de la pauvreté. Imagine que tu mettes comme ça un verger de 10 hectares, 20, 30, 40, 50, 100. On peut. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Parce qu'il ne faut pas oublier, en 2010, il y a eu une marche. Nos femmes, nos sœurs, nos mamans ont marché pour la vie chère au Cameroun. Parce qu'il y avait pénurie d'huile. Parce qu'il y avait pénurie d'huile. Tu te rends compte? Pénurie d'huile. Alors que le palmier à huile est originaire du Golfe de Guinée. Les femmes ont marché. Les femmes ont marché. Il a fallu que l'État se saisisse. Et tu sais, quand le peuple commence à marcher, ça peut déstabiliser un pays, ça. Moi, voyant ça, c'est pour ça que je dis, au lieu de rester là, à se lamenter que le gouvernement n'est pas en train de faire ceci, l'État n'est pas en train de faire ceci, que c'est les Occidentaux qui sont en train de prendre, que c'est... Non. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau? J'ai dit, je viens aussi mettre ma pierre à l'édifice. Je viens produire le palmier à huile, afin de pouvoir colmater les brèches. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire les gars. Et ce n'est que comme ça qu'on décèle les opportunités. Donc tu vois que c'est une culture sur laquelle, lorsque tu produis, tu es mort d'argent. Quand tu fais des vergers comme ça de 100, 200, de 10, 20, 30, 40, 50, 100 hectares, tu es mort d'argent. Tu passes à la phase de transformation. Lorsque je me suis lancé, j'ai dit, je ne m'arrête pas là. Je ne m'arrête pas uniquement à la production. Mais même avant d'aller produire, il faudrait que je sache d'où proviennent mes semences. Je suis allé acheter les plants de palmiers plantables à Ekona. Ekona, désolé pour vous qui regardez, c'est une ville du Cameroun. Une ville dans le sud-ouest. Non, une ville dans le nord-ouest. Et moi, je suis dans le littoral, à plus de 100 km. Mais j'ai fait ce choix-là parce que la CDC à l'époque était encore compagnie étatique. J'ai dit, je vais aller acheter les plants de palmiers à la CDC parce que c'est une compagnie étatique dont je donne mon argent à l'économie de mon pays. Alors qu'il y avait la Socapam qui était là, à même pas 10 km de mon village. Mais Socapam,
qui était une compagnie d'État, mais privatisée aujourd'hui, appartenant à Bolloré. J'ai dit, je ne donne pas mon argent. C'est un choix. Je ne donne pas mon argent à Bolloré. Je donne mon argent à l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun embauche les Camerounais. Et ça va à l'économie. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour développer un pays. En contribuant. Parce que si on veut les bonnes routes, si on veut avoir les infrastructures, si on veut avoir une bonne police, si on veut avoir des bonnes écoles, si on veut développer la recherche, si on veut développer l'éducation, il faut qu'on contribue à l'économie réelle de notre pays. Je suis allé acheter à Ekuna. Tu sais ce que ça coûte en termes de logistique. Aller prendre 60 hectares à plus de 100 km, il faut payer la logistique. Il faut encore payer la logistique pour aller jusqu'au champ. C'est un acte patriotique. C'est un acte militant, c'est un acte patriotique. Et on n'a pas besoin de dire « je suis panafricain », c'est pas les actes et les gestes. Mon choix aussi est aller pareil pour le Ndjangsang que tu vois. Le Ndjangsang que tu vois là. Qui est l'API. Le Bitako là. C'est des actes de patriotisme économique. Le patriotisme économique. Le Ndjangsang, le Bitako là, il n'y avait pas une promotion. Hein. L'État ne parle pas de ça. Je n'ai pas vu une vidéo sur YouTube. C'est moi qui ramène cette culture-là sur YouTube. Mais c'est du patriotisme économique. Parce que même le Ndjangsang que tu vois, un sac de Ndjangsang, c'est 350 000. Et le Ndjangsang pousse de façon spontanée. C'est des cultures comme ça qu'on sera bientôt appelé à perdre parce que nous sommes en train de perdre en termes de forêt. On brade nos forêts telles qu'aux multinationales qui, elles viennent sélectionner les essences qui les intéressent. Les arbres comme les Ndjangsang, eux, ils ne connaissent pas la valeur de ça. Et ils vont couper. Alors que le Ndjangsang ne manque pas. Le Ndjangsang que tu vois là, et même le Mpébé que tu vois, les rondelles, c'est le poivre, c'est des épices qui sont incontournables dans tous nos plats culinaires. Tu ne peux pas faire un bon ragoût, tu ne peux pas faire un rôti, tu ne peux pas faire de la braise sans ces épices-là. Au-delà du goût, je vous ai dit, c'est des aliments. C'est des aliments et c'est des médicaments en même temps. C'est des antibactériens, c'est des antimicrobiens, c'est des antioxydants. Certains ont telle que cette capacité d'aphrodisiaque. Mais c'est pour ça que vous voyez au Cameroun ou en Afrique, nous sommes plus costauds. Nous avons telle qu'une belle peau, une peau qui ne vieillit pas rapidement, une peau qui ne prend pas des rides facilement, parce qu'il y a des antioxydants. Je ne sais pas si tu vois un peu le truc. Donc, et c'est à nous de préserver ces richesses-là. C'est à nous de préserver le terroir. Parce que comprendre que l'agriculture, c'est le terroir. Valoriser le terroir. Continuer à maintenir notre savoir-faire et notre savoir-faire. C'est pour ça que je suis aussi allé produire le poivre. Mais toutes les cultures que je te dis là, le poivre, le Ndjangsang, le Bitako là, c'est les cultures, il faudrait que je te dise, à la base, je ne savais pas que on pouvait produire ça à l'échelle domestique, qu'on pouvait domestiquer. Ce sont mes recherches encore. C'est pour cela que je vais te dire ici, tu vois, ici, je ne te fais pas le focus uniquement sur l'argent. Donc, je ne mets pas l'argent comme focus parce que on ne vient pas entreprendre par les émotions. On vient entreprendre par la raison. On gagne de l'argent par la raison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arnaques. Si notre communauté se fait arnaquer, c'est parce que vous mettez les émotions. Ah, viens donner ton argent, t'as dit que tu auras 500%. Vous avez vu les lièvres mal. Ah, la bourse, t'as dit que viens mettre ton argent, tu seras millionnaire, t'as dit qu'en 2 mois. C'est les émotions. Mais ici, je prends le temps de te partager la raison pour laquelle je me suis lancé. La raison pour laquelle je me suis lancé, tu vois, que depuis que je parle, je ne te parle pas d'argent. Je ne te parle pas d'argent. Mais je te dis de comment je viens contribuer pour avancer, c'est-à-dire pour faire avancer l'économie de mon pays, pour faire avancer le développement de mon pays. Je viens te faire comment moi aussi derrière ça, je pourrais faire en sorte que ma famille s'épanouisse. En aucun moment, je ne te parle d'argent. Je ne t'ai pas encore parlé d'argent, mais depuis que je te parle de comment je dépense.
Parce qu'à date, je suis à plus de 200 millions de francs dépensés. Mais je me dis aussi que si on ne fait pas ça, qui viendra le faire? Mais si nous, en tant qu'Africains, nous ne payons pas ce prix, mais pourquoi on se plaint donc de voir les Libanais, de voir les Français, de voir les Chinois, de voir les Américains, de voir les Occidentaux? Pourquoi on se plaint? Donc nous, on a choisi, c'est-à-dire quoi? Le rôle de la plainte. Moi, j'ai compris que se plaindre ne changera rien. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un monde de prédation. Que la nature a horreur du vide. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Et comprendre donc qu'on devient riche parce qu'on crée de la valeur, parce qu'on crée de la richesse. J'ai dit, je vais aussi aller créer de la valeur chez moi. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui les produits que je mets sur le marché. Le poivre, le jansan, le bitacola, la cola communautaire, le palmier à huile. Nous avons une unité de transformation. J'ai compris qu'on crée de la valeur lorsqu'on apporte de la plus-value. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque je vais produire le palmier à huile, je ne vais pas vendre directement mes produits bruts. Je vais transformer. Nous avons créé une unité de transformation afin d'apporter la plus-value. Lorsque je vais aller faire dans le poivre déjà tel que c'est la première, l'une des cultures les plus consommées au monde. C'est la troisième culture la plus rentable. Mais lorsque je me lance dans la culture poivre, il faut que je te raconte ça aussi. Le fil conducteur, tu vois, c'est ça, venir contribuer. L'autre fil conducteur, c'est que c'est honorer tel que la mémoire. Je continue à te répéter ça. Honorer la mémoire telle que de notre grand-père. Honorer la mémoire de nos parents décédés. Tu vois, voilà les énergies qui me drivent en fait. Honorer la mémoire telle que de nos grands-parents décédés. Honorer la mémoire de nos parents décédés. C'est ça, le fil conducteur. Venir contribuer au développement de l'économie, au développement de mon pays et même du continent. C'est ça qui me drive. Et tu comprends que si tu n'as pas, c'est-à-dire que un carburant sur lequel tu t'accroches, tu vas abandonner. Donc tu vois que c'est ça qui me garde donc motivé, déterminé. Donc lorsqu'on fait le palmier à huile, on fait sur les cultures vivrières. Les autres cultures vivrières, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantaire, tout ça, c'est des cultures que je savais déjà faire. Je t'ai dit, je suis dans le secteur agricole depuis la petite enfance. Je pars au champ depuis la petite enfance. Donc ces cultures-là, je les maîtrise. Travailler avec la houe, ce n'est pas un secret pour moi. Donc maintenant, je dis, mais comment je fais pour élever les niveaux? Mais si je veux honorer mon grand-père, je ne vais pas l'impressionner en allant faire le manioc, bien que le manioc soit aussi rentable. Je ne vais pas l'impressionner en allant faire la banane plantain. Je ne vais pas l'impressionner en lui disant que j'ai fait le taro, le macabo, le sorgho, l'igname. Parce que c'est des cultures qui savaient bien faire. C'est lui qui ramène l'igname dans mon village, le calabayam. Petite parenthèse, il ne faut pas oublier qu'il était d'origine nigérienne. C'est lui qui ramène le calabayam. Parce que l'igname, au Nigeria, c'est prisé. C'est lui qui ramène son village. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aussi l'impressionner là où il est? Donc, c'est là où me vient l'idée d'aller chercher une culture qui n'est pas produite du tout au village. Donc, voilà comment je vais faire les recherches. Je tombe sur le poivre. Et le poivre, je tombe sur un blog. Le poivre, ce n'était pas détaillé. Il n'y avait pas de vidéo, rien. Je dis, je vais aller faire le poivre. Je vais me lancer dans le poivrier. Afin d'honorer la mémoire de mon grand-père. Afin qu'il soit fier là où il est. Est-ce que tu dis que j'ai mis les contraintes en avant? Est-ce que je me suis préoccupé par la difficulté? Est-ce que je me suis peut-être préoccupé par le fait que c'est coûteux parce que ça coûte cher à mettre en place? Non. La seule chose qui préoccupe mon esprit jusqu'à maintenant, c'est implémenter cette culture-là afin que mon grand-père, là où il est, qu'il soit fier de moi. Ce qui n'est pas le cas avec plusieurs d'entre vous. Plusieurs d'entre vous, quand on va vous demander d'aller entreprendre, vous allez mettre le focus sur l'argent. Vous allez mettre le focus sur la peur d'échouer. Le focus sur
le candidaton, sur le fait que c'est trop long à mettre en place, sur le fait que non, on attend encore que le président actuel parte. Non, non, non. Est-ce que l'honneur de mon grand-père, qu'est-ce qui est à la hauteur de l'honneur de mon grand-père? Est-ce que l'argent que je vais perdre par rapport à l'honneur de mon grand-père, l'argent pèse? Non, l'argent ne pèse pas. Est-ce que ce que vous allez apporter, hein, si vous réussissez la culture, ce que ça va apporter comme impact dans ta famille, dans votre famille, ça ne vaut pas le coup? C'est là où je dis que des fois, que notre communauté, on manque d'ambition. Les Africains manquent d'ambition. Ça, permettez-moi de vous le dire. Donc, lorsqu'on va à l'entreprendre, ça demande d'être ambitieux. Que ce que vous allez faire vous fasse peur, oui. Crois-moi, ça m'a dit que valu que des nuits d'insomnie. Ça m'a valu que des challenges. Mais j'ai dit, pour honorer la mémoire de mon grand-père, je me le dois de le faire. Pour amener une culture qui n'est pas faite dans mon village, je me dois de le faire. C'est là où beaucoup d'Africains doivent aller. Quand je ramène le Ndjang sans le Bitakola, c'est pareil. C'est comme ça que j'ai embarqué dans toute ma famille. Quand je dis ma femme, mes frères, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, j'ai dit, voilà le challenge qu'on se doit d'aller faire. Voilà le challenge. Est-ce que c'est facile? Tout ce que je dis là, est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est parce que ce n'est pas facile que c'est gagnant. Donc voilà comment je tombe dans la culture du poivrier. Je vais maintenant vers le meilleur, vers le président des producteurs de poivre du Cameroun. Prendre la connaissance auprès du meilleur. Oui. Quand tu veux faire, je n'ai pas dit ici que non, je vais aller faire moi-même un nom comme Yandé ce poivre, je vais aller, non. Je suis allé vers le meilleur. Et je vous ai dit que la première année, l'expert, son technicien qui m'a donné, on n'a pas connu la réussite. La première année. L'expert nous a demandé d'abandonner, que ça ne pouvait pas se faire dans mon village. J'ai dit, on n'abandonne pas. J'ai dit, moi-même, je vais aller comprendre pourquoi. Je suis rentré comme formé. J'ai dit, formez-vous. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Mais moi, je dis que ici, l'argent n'est pas le problème. C'est l'honneur de mon grand-père. C'est l'honneur de mon grand-père. À combien toi tu vas brader l'honneur de tes parents? À combien tu vas brader l'honneur de tes enfants? À combien tu vas brader l'honneur de tes grands-parents? À combien tu vas brader l'économie de ton pays? C'est là où nous en sommes. Donc tu vois comment j'entreprends ici avec des valeurs en fait. Pendant qu'on est là à vous brandir les objets ostentatoires, les images subliminales, la Ferrari, les voyages, les sacs, les machins. Pose-toi juste la question, quels sont ceux qui produisent ça? Lorsque tu es dans une Ferrari, qui a produit cette Ferrari? Lorsque tu es dans une Lamborghini, lorsque tu es dans Mercedes, lorsque tu es dans la Range Rover, lorsque tu voyages en première classe, qui a fabriqué cet avion? C'est ton pays? C'est ton continent? Lorsque tu es là à brandir les objets, c'est-à-dire que les gadgets, est-ce que c'est ton pays? Est-ce que c'est toi qui as fabriqué ça? Si ce n'est pas toi, tu es un consommateur. Si ce n'est pas ton pays, tu es en train d'enrichir d'autres économies. Et tu vas te plaindre que ton pays ne puisse pas faire face à ces puissances-là lorsqu'elles viennent, c'est-à-dire en Afrique. Donc, tu comprends que c'est nous qui affaiblissons même nos pays. On est là, c'est-à-dire que des panafricains, c'est-à-dire que des claviers. Mais lorsqu'il s'agit d'entreprendre, on ne nous voit plus. Lorsqu'il s'agit de consommer, on ne va pas consommer local. On va plutôt consommer les produits, sur ma tautologie, à l'extérieur, parce qu'on veut paraître chic. Parce qu'on veut dire aussi qu'on a mangé du camembert, qu'on a bu du bon vin tel que de Bordeaux, qu'on a mangé de la ratatouille, qu'on a fait... Mais tu te retrouves en train de manger du pain à base de blé aujourd'hui, alors que ton pays ne produit pas le blé. Et tu ne te poses pas la question. Et toi, tu seras en train de dire, il faut qu'il rentre, il faut qu'il rentre. Quand tu dis que la France doit partir,
que les Occidentaux doivent partir. S'ils partent dans là maintenant, es-tu prêt? Tu vas manger quoi? Tu vas te déplacer comment? Tu vas t'habiller comment? Sur le plan des finances, est-ce que nous avons les banques nous appartiennent? Sur le plan de la communication, est-ce que la téléphonie nous appartient? Sur le plan des industries, est-ce que ces industries qui sont sur place en Afrique nous appartiennent? Sur le plan des infrastructures, est-ce que c'est nous qui avons ces infrastructures? Sur le plan de la transformation même de nos mines, est-ce que nous avons la technologie et la science? Tu comprends? C'est pour ça que j'ai commencé mes propos en amont, qu'on se doit d'être souverain. Même sur le plan de la médecine, les médicaments que nous buvons, vous savez ce qu'on met dans ces médicaments? Vous connaissez les molécules? Même les semences, quand vous dites, il faut qu'ils rentrent, ils doivent rentrer. Je veux dire que la guerre aujourd'hui n'est plus uniquement la confrontation entre deux pays avec les armes. C'est chimique, c'est bactériologique. Même dans les semences, pendant qu'on blablate, j'ai fait des vidéos depuis 5 ans, je vous le dis, et vous voyez que quand je dis même ça, c'est des vidéos comme ça qui ne vont même pas passer. Sur les semences, regarde, une semence comme ça, est-ce que tu sais que c'est plus puissant qu'une Kalachnikov, que c'est plus puissant que le fusil qu'on te braque? Parce que là-dedans, on te met une molécule. Une molécule que, lorsque tu vas aller manger, c'est-à-dire que ça peut non seulement peut-être te rendre stérile, donc s'ils veulent aujourd'hui qu'on devienne stérile, parce qu'aujourd'hui on dit non, les Africains sont trop nombreux, dans les semences qui vont venir nous livrer, ils peuvent mettre des molécules qui vont rendre les hommes ou les femmes stériles. On peut inoculer des molécules qui vont même nous rendre malades. Oui, les messieurs, est-ce que nous avons des organismes capables de pouvoir analyser les semences qui entrent chez nous? Est-ce que nous avons des laboratoires capables de pouvoir analyser tous ces produits de consommation qui entrent chez nous? Non. C'est encore la science. C'est encore la technologie que nous n'avons pas. C'est vers là qu'on se doit d'aller. Donc, en allant produire de façon stratégique des cultures comme le poivrier, tu vois, on a le contrôle sur les semences. On a produit le poivre, le njassa, le bitacola, le manioc. On a le contrôle sur les semences. Et moi, je dis là-dessus qu'on se doit de se concentrer dessus. Je vous ai dit ici que le manioc, c'est une culture multiplicatrice de revenus. Lorsqu'on se lance là-dedans de façon stratégique, parce que le manioc aussi, c'est une culture qui produit énormément à l'hectare, plus de 50 tonnes l'hectare. Donc, en termes de superficie, ça ne demande pas énormément de superficie. Et que les dérivés du manioc, c'est énorme. Et je vous ai fait une vidéo en vous disant, attention, Bill Gates est en train de s'intéresser à notre manioc. Parce que si Bill Gates dit que le manioc, c'est un légume qui est intéressant, ça veut dire que là-dedans, il a flairé les opportunités. Et si là-dedans, il vient te faire un manioc OGM, parce que OGM ici, c'est organisme génétiquement modifié. Est-ce que vous connaissez tout ça? J'ai fait des vidéos qui sont là, mais puisque vous ne connaissez pas, c'est l'ignorance qui nous tue en fait. OGM, organisme génétiquement modifié, ils viennent changer les séquences, c'est-à-dire que de notre manioc naturel, ils viennent faire un manioc OGM, où là, il va te dire que non, ce manioc, c'est résistant à la chaleur, résistant aux intempéries, résistant aux insectes, résistant à ceci, aura un grand rendement. Minalmi. Et si là-dedans, maintenant, en modifiant ces gènes-là, ils vous mettent maintenant des molécules où que les femmes ne doivent pas accoucher. Vous n'avez pas vu ce qu'il est en train d'avoir dans nos pays d'Afrique? On est en train de chasser telle que sa fondation dans certains pays d'Afrique parce qu'il veut venir apporter des molécules qui vont rendre stériles nos sœurs, nos femmes, nos mamans. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la science. Est-ce que nous avons la capacité de contrôler tout ça? Tu vois? Mais si on va uniquement les émotions, on veut gagner de l'argent, dropshipping, on veut gagner de l'argent, Amazon, on veut gagner de l'argent, Yango, on veut gagner de l'argent, immobilier, on veut gagner de l'immobilier. Tout ce que tu vas faire immobilier, tu peux me dire ce que nous produisons, c'est-à-dire que dans la construction, c'est-à-dire que de ton immeuble, là, on ne produit rien.
Tout est importé. Nous ne produisons rien. Donc tu vois que lorsque tu as dit immobilier, tu viens immobiliser les sous qui ne vont même pas nous appartenir. Je vous amène loin. Je t'amène loin, non? Mais lorsque nous avons donc des populations comme ça aussi qui sont là, qui n'ont pas encore, certains n'ont pas mangé, qui n'ont mangé 3 fois par jour, certains sont encore dans les émotions, que non, c'est la faute du politique, c'est la faute, oui. Mais je vais te faire comprendre ici que la puissance que nous avons, c'est le peuple. Les politiciens sont déjà peut-être là où ils sont, avec des accords qu'ils ont signés. Mais si on a un peuple éduqué, un peuple qui comprend les enjeux, je viens te faire comprendre ici que tu n'as pas besoin de commencer sur 100 hectares pour créer une richesse générationnelle, une richesse durable. Avec 1000 hectares, tu vas faire le poivre. Tu deviens riche, tu n'as pas besoin de ton président. Tu n'as pas besoin de ton président. Et ton président ne saura même pas que tu es en train de le faire. Si tu vas te lancer que dans une ferme intégrée de 5, 10, 15, 20 hectares, que tu produis là-dedans, tu diversifies les cultures. Poivre, Ndjansan, Bitakola. Tu n'as pas besoin du président. Tu sors ta famille et toi de la pauvreté à vie. C'est de la stratégie. Tu choisis les cultures du terroir. Parce que le problème ici, c'est de ne pas être dépendant. C'est le rapport de force ici, c'est que lorsque nous sommes dépendants des produits, la matière première ou la matière finie venant de l'Occident, le rapport de force est pour eux. Le jour où point oui, point non, on ne partage pas avec le point de vue. Ils nous refusent, ils nous bloquent. Vous n'avez pas vu ça? Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on soit souverain sur le plan de la recherche et du développement. Qu'on puisse breveter nous-mêmes, c'est-à-dire que notre recherche. C'est pour ça que les semences du terroir que nous avons, reconductibles, on se doit de garder ça jalousement. Parce que vous êtes en train de voir les phénomènes aujourd'hui qui arrivent de plus en plus du changement climatique. Les phénomènes, c'est-à-dire que de guerre, il faut se le dire. Les tensions qui sont là. Les terreaux qui sont dans nos pays. Regardez les pays de l'AES qui sont toujours, c'est-à-dire là, en pleine déstabilisation. Comment est-ce qu'on fait si nous ne sommes pas souverains sur le plan de la recherche, si nous ne sommes pas souverains sur le plan de nos semences? Mais pour les pays qui vont vouloir lever la tête, on va dire on ne vous donne plus les semences, on ne vous donne plus les engrais, on ne vous donne pas la mécanisation, on ne vous donne pas les médicaments, on ne vous donne pas notre recherche. Mais je parle à qui? Ce n'est pas dit en train de se faire là. Vous comprenez donc que moi, je n'entreprends pas comme les danseurs de Mayebo. Je suis tel que pour. C'est pour ça que je parle ici de vision, qu'on se doit être des visionnaires. Que je ne cours pas. Que le patrimoine que nous avons bâti, c'est un patrimoine qui est là, qui crée la richesse et qui nous permet de rester riches de façon durable. Parce que imagine un temps soit peu. Si j'avais fait le choix, c'est-à-dire que des cultures de saison, le maraîchage, où il faut à chaque fois aller prendre les semences importées ailleurs, ou si j'avais fait l'élevage de poulet de chair. C'est pour ça que je vous parle de l'élevage de poulet de chair et de poulet en général, d'élevage en général. Quand vous parlez de l'élevage moderne, moi je rigole. Parce que l'élevage moderne répond à des normes. Est-ce qu'en Afrique, nous sommes capables de respecter ces normes-là? Nous ne sommes pas capables. Est-ce qu'en Afrique, nous sommes accompagnés par nos États? Nous ne sommes pas accompagnés. C'est des stratégies encore que je partage ici. Tu vas pas aller te lancer dans un élevage moderne de 100 000 poulets et tu commences à pleurer que mon pays ne me subventionne pas, mon pays ne me suit pas. Non, il faut être stratège. Ici en Occident, ils sont accompagnés. Ils sont soutenus, ils sont subventionnés. Mais même jusqu'à là, ils ne s'en sortent pas. Parce que les politiques ici, vous ne connaissez pas les politiques agricoles ici. La politique agricole européenne favorise, c'est-à-dire quoi, subventionne par rapport au nombre d'hectares, au nombre de superficies. Donc tu peux aller t'endetter. Parce qu'ici, ils s'endettent. Donc ça pousse les gens à s'endetter de plus en plus pour avoir des grandes superficies. Tu vas aller avoir 400 hectares de céréales, de blé. Si ton blé que tu as produit, c'est-à-dire que cette campagne-là, parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux sortes de blé. Le blé de fourrage
Parce qu'il produit le blé beaucoup plus pour la consommation des animaux. Et ce blé-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur, c'est-à-dire que ça n'est pas vendu cher. Et il y a le blé doux de consommation. Donc, si tu as le malheur d'avoir le blé doux, le blé de fourrage, j'ai mal barré. Même quand tu as même le blé doux, sur 400 hectares, c'est des choses que je suis sur le terrain, je vois. Tu pourras avoir sur 400 hectares, vendre à 60 000, alors que ton coût de production est à 65 000. Mais comment est-ce qu'ils font pour essayer de sortir la tête de l'eau? Parce que sur 400 hectares, la personne aura une subvention telle que de 20 000 euros. Tu as compris? De 20 000 euros. Comprends? Elle dépense 65 000 comme coût de production pour l'année. Et quand elle vend sa production, c'est 60 000. Qu'est-ce qui sort de là? 5 000. S'il n'y a pas la subvention donnée par l'Union européenne, parce que la personne a 400 hectares, qui est de 20 000 euros, dis-moi comment la personne s'en sort. Dis-moi comment la personne s'en sort. Donc, ils sont comme ça dans ces situations que quand ils sont en couple, un des conjoints est obligé d'aller travailler à l'extérieur. Donc, la femme peut aller exercer un métier à l'extérieur et l'homme reste dans la ferme. Ou soit l'homme va exercer un métier à l'extérieur, la femme reste dans la ferme pour essayer de joindre les deux bouts. Sinon, ils ne s'en sortent pas. Ça, c'est les céréaliers et les éleveurs. Il a fallu que je vienne vous dire ça. Et vous êtes en train de voir ça. C'est pour ça que je demande à une diaspora, informez-vous. Sortez de vos œillets. Ne soyez pas uniquement boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo. Ne soyez pas seulement uniquement dans vos foyers. Ah non, quand vous sortez, vous êtes allé à l'association des personnes du Honkam. Association, c'est-à-dire que des Douala, association, c'est-à-dire que je sais pas moi, des Bana, association je vais dire des Baolé ou association de BT. Non. Et pareil pour les Maliens ou les Sénégalais. Non. Côtoyez les autres. Comment vous faites? On dit pour bien comprendre son adversaire, il faut le côtoyer. C'est le sport aussi qui m'a enseigné ça. Hein? C'est le sport qui m'a enseigné ça. C'est pour ça que vous me voyez, je sillonne la France, je vais vers l'arrière-pays. Oui, c'est un coût, c'est des dépenses. Mais comment tu fais pour comprendre comment eux ils fonctionnent? Si tu ne vas pas voir, mais ici, les frères, ils valorisent le terroir. C'est pour ça qu'ils ont les labels comme les AOC, appellation d'origine contrôlée, les AOP, appellation d'origine protégée, des IGP, indications géographiques protégées. Mais ils vendent les terroirs à l'extérieur. Pourquoi les vins de français se vendent? Pourquoi les champagnes français se vendent? Parce qu'il y a une histoire, parce qu'on valorise le terroir. Est-ce que toi, tu es capable de valoriser ton terroir? Est-ce que tu connais même ton terroir? Est-ce que tu sais même c'est quoi le terroir? Est-ce que tu connais les qualités organoleptiques de ton sol? Est-ce que tu connais les qualités de ton produit? Nous avons aujourd'hui eu cette opportunité que le poivre de Pendia, c'est IGP, indication géographique protégée. Parce que le sol, du Mungo profère des qualités organoleptiques hors de commun. Et ça, pour qu'on te donne ce label-là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Les Occidentaux ici, les chefs étoilés, les grands chefs étoilés, ils ont fait des tests à l'aveugle. Et c'est le poivre du Cameroun qui est sorti en pole position. Mais est-ce que nous avons la valeur de ça? Est-ce que nous valorisons ça à la hauteur? Est-ce que nous savons même c'est quoi, c'est quoi le terroir? Mais il va falloir aussi savoir se vendre, les gars. Donc nous, on va produire comme ça, et ce sont eux qui vont venir packager. Ici, vous entendez les marques comme les Ducros. Ils brassent des milliards de dollars chaque année, alors qu'ils ne produisent pas. Moi, j'ai donc pris ce challenge-là en disant que je vais produire, tu vois, le poivre qui est là, c'est ça le poivre, hein? Tel que c'est là, tu peux conserver ça comme ça 5 ans. Ça ne tourne pas. Le poivre, c'est-à-dire que ça a la même valeur que l'or. Le poivre, c'est-à-dire que ne souffre de rien, comme l'huile de palme. Comme tous ces épices que j'ai cités, ça ne souffre de rien. Le kilo, c'est 15 000 francs bon champ. Tu peux même vendre à 30 000 francs. Vendu ici en Occident, c'est-à-dire que c'est aussi entre 100 et 400 euros. Un hectare minimum peut te donner 3 tonnes. Minimum. Lorsque tu intègres les techniques, les pratiques, comme je marque sur la, comme c'est indiqué dans la formation. En parlant de formation, il faut comprendre qu'il y a une formation qui est disponible. Hein. Tu regardes sur la barre de description de cette vidéo-là, tu cliques sur le lien. C'est de ça qu'il s'agit.
Tu peux te dire que faire jusqu'à 10 tonnes même d'hectares. Parce que tout est une question de technique, tout est une question que d'apport. Et ça, j'ai déjà partagé. Je ne vais pas continuer à partager ici parce que j'ai des petits marabouts qui sont là à prendre des informations et vont se transformer en producteurs. N'est pas producteur de poivre qui veut. N'est pas producteur de palmier à huile qui veut. N'est pas producteur d'Indiança de Bitacola qui veut. Mais c'est qui peut. Et ça, tu le peux aujourd'hui si tu changes ton mindset. Si tu n'es pas uniquement là, dit que, mais Thierry, c'est combien? Combien la formation? Ah, la formation que tu n'as pas l'argent. Ça entre en fonction après combien de temps? Après 2 ans et demi. Ah, c'est trop long, hein? Mort dans le film. À quel point tu veux voir ta famille sortir de la pauvreté? À quel point tu veux voir ton pays émerger? À quel point tu veux, t'as dit que sortir, t'as dit que ton pays de la misère, de la trière? Parce que si on va tous là à produire de façon intelligente, le poivre, le palmier à huile, l'Indiança, le Bitacola, ça fera de nous des hommes et des femmes riches. Et si nous sommes aujourd'hui riches, quand je dis riches, riches en termes de patrimoine et riches en termes d'argent, claquant, on pourra développer plusieurs pans. On pourra aller occuper des pans aujourd'hui contrôlés par les Libanais, par les Occidentaux. Si on te dit d'aller investir en mine, tu as l'argent. Si on te demande d'aller aujourd'hui aller extraire l'or, le diamant, le cobalt, le coltan, l'uranium, le pétrole, as-tu les moyens? Mais nous autres, on aura les moyens. On aura les moyens. Un hectare de poivre, 130 millions. Si tu mets 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, tu brasses combien? Si ton objectif c'est de dire, je vais aller acquérir une portion, c'est-à-dire que des mines, tu pourras. Et cette fois-ci, si nos gouvernements sont favorables aussi à faire du patriotisme économique, parce que c'est les moyens qui nous manquent. On n'a pas les moyens, il faut le dire la vérité. Même si on dit aujourd'hui qu'on ouvre ça aux locaux, avons-nous les moyens de notre politique? On est uniquement la blablater. Donc, de façon stratégique, tu te lances sur la culture du poivre. L'avantage, c'est que si tu commences même avec demi-hectare, tu peux te retrouver tel que sur 10 hectares en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans. Parce que, je t'ai parlé, pourquoi est-ce qu'on se doit d'avoir le contrôle sur les semences? Parce que les semences, nous les avons. Le savoir-faire, tu l'as. Parce que quand tu prends la formation, c'est un savoir-faire. Et un savoir-faire qui te reste à vie. Ce n'est pas périssable. Le poivre, on consomme le poivre depuis la nuit des temps. Depuis plus de 25 000 ans, on consomme le poivre. Le poivre, c'est-à-dire que c'est une épice. Je dis c'est un médicament, c'est un antioxydant, c'est un antimicrobien, un antibactérien, c'est un Viagra, c'est un aphrodisiaque. On peut l'utiliser aussi en industrie. Tu vois, ça a énormément de bienfaits. Le poivre est incontournable, c'est-à-dire que sur toutes nos épices, sur tous nos ragoûts, sur tous les rôtis, sur toutes les braises, ça va dans les desserts, ça. Tu vois, c'est incontournable. Et l'avantage que tu as aussi, c'est que lorsque tu es là-dedans, c'est niché. Au Cameroun, nous ne sommes que 1000 sur 30 millions à produire le poivre. 1000. Mais je peux le dire avec fierté aujourd'hui, mon gars. Je fais partie de la crème de la crème. Mais qu'est-ce qui m'a amené à faire partie de la crème? Parce que j'ai voulu honorer la mémoire de notre grand-père. Si je suis aujourd'hui dans le Gotha très très fermé des seigneurs de la terre, c'est parce que j'ai voulu honorer la mémoire, c'est-à-dire que de notre grand-père. Parce que la mémoire de notre grand-père, de nos grands-parents, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. 130 millions, même face à la mémoire de mon grand-père, c'est quoi 130 millions d'État? S'il y avait une autre culture qui pouvait donner plus que ça, j'allais encore aller chercher. Tu comprends un peu? Donc, c'est là où tu mets ton focus. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi aujourd'hui? Ce sont tes enfants, l'éducation de tes enfants, la lifestyle, ta famille. Mets ton focus là-dessus. Tu dis que tu vas aller produire le poivre afin de pouvoir donner cette capacité. Parce que, je vous dis, ce qui est en train de se passer là, la vie devient de plus en plus chère en Afrique. Chère diaspora, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Parce que nos frères vivant en Afrique,
étouffe. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Ne vous blaguez pas que lorsque vous venez en vacances, vous venez faire 2 semaines, vous entrez dans les Airbnb. C'était Airbnb, mais vous êtes incapable de payer. Moi, je viens fraîchement de l'Afrique de Côte d'Ivoire. Tu le sais. Je suis allé passer le temps avec ma famille. Nous sommes 5. Déjà, il faut payer le billet d'avion pour 5 personnes. Il faut aller résider pendant plus d'un mois en Côte d'Ivoire. C'est tellement cher, que ce soit le transport, que ce soit les écoles. Quand je parle des écoles, les bonnes écoles, cher. La nourriture, tellement cher. On est parti dans le marché à Nono, à Cocody. Le marché tel que de Cocodico. Un avocat à 1500. Un avocat à 1500. Tu as vu ça où? On est en Afrique, Côte d'Ivoire. Avec les terres fertiles, on vend un avocat à 1500. C'est là où j'ai compris que, les amis, pour vous qui dormez encore là, vous allez venir en Afrique, on va vous dire, mon ami, vous n'êtes plus dans votre pays. Le logement cher, le transport cher. Tout est cher. Aujourd'hui, même quand tu gagnes même 500, quand tu gagnes 500 000 et que tu vas habiter dans les quartiers, mais tu vas trouver la maison à combien? Tu gagnes 500 000, tu vas aller mettre 350 000 dans la maison. C'est là où je dis que l'éducation financière, on a manqué. Les gens vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, quand tu parviens à mettre comme ça, même ne serait-ce que demi-hectare de poivrier, est-ce que tu vois comment tu gommes rapidement cette affaire? Tu pourras vivre, c'est-à-dire que peu importe le quartier, tu pourras te construire la maison de tes rêves. Tu pourras mettre tes enfants, c'est-à-dire que dans l'école de qualité. Parce que les écoles coûtent cher, et je vous continue à vous dire. Si tu en as 2, 3, 4, 5, tu fais comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, devenir riche, c'est une question de stratégie, en fait. Couplée de courage et avoir une très bonne vision. Et si nous voulons développer tel que nos pays, ce n'est pas tel que je suis en train de le voir, là, nous sommes en train de faire. On manque de stratégie. Les gens vont comme ça de façon dispersée. Et confondent même le business, le commerce et l'entrepreneuriat. Le commerce, c'est-à-dire que si ça nous enrichissait, ou si ça développait un pays, l'Afrique serait développée, on ne fait que ça. Aller importer les riz, importer le blé, importer le ceci, importer cela. Ça n'enrichit qu'une poignée de personnes, mais ça ne développe pas un pays. Ça garde plutôt le pays à l'état de consommation, à l'état de dépendance. Et c'est avec ça qu'on maintient nos pays à l'état de pauvreté, en fait. Parce que lorsqu'un peuple est dépendant, tu penses que le dirigeant en place a fait quoi? Le rôle du dirigeant, c'est de faire en sorte que le peuple puisse manger à sa faim. Mais si on est tous dépendants de l'extérieur, tu vois les moyens de pression, bam, on ferme la vanne, on te donne le blé, on te donne le maïs, on te donne les médicaments, on te donne tu mets seulement les mains en l'air. Ah, vous voulez quoi? Ben, on veut tout pétrole, on veut l'uranium, on veut ceci, on veut cela. Voilà comment on brade en fait. Parce que nous sommes là, nous rêvons. Nous sommes là, nous pensons que c'est nos dirigeants qui feront tout, non. Moi, j'ai dit, je n'attends pas. Ou je ne donne pas ce que mon pays fait pour moi. Je me dis plutôt, qu'est-ce que je vais faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire aussi pour mes enfants? Pour ma famille? C'est ça. La dignité, c'est ça un homme. On a ce pouvoir-là. Parce qu'il faut comprendre que la créature, c'est que le créateur, dis-le, le créateur, Dieu, Allah, Bouddha, appelle-le comme tu veux l'univers. Il a mis ce pouvoir-là en nous. Le pouvoir, c'est-à-dire que de proclamer et que ça se réalise. Je n'ai pas le proclamer ici, comme nous, tu restes là dans la prière, mais avec l'action. Tu proclames, tu passes à l'action. Tout ce que je te dis ici, c'est le fruit de mon imagination. Venir ici en Occident, c'est le fruit de mon imagination. Et je ne suis pas resté uniquement dans le rêve. Je suis passé à l'action en posant les actes, en épargnant, en allant vers les personnes qui avaient l'information à comment venir ici en Occident. Je suis allé déposer ma demande. J'ai obtenu mon visa. Je suis venu encore ici. Toujours avec le leitmotiv de dire, je mérite que sortir ma famille de la pauvreté. En étant conscient de ma condition d'orphelin de père et de mère. J'ai dit, j'aimerais être
une source d'inspiration telle que pour mes frères et sœurs. Je n'avais pas encore d'enfants. Lorsque j'ai obtenu des enfants, j'ai dit, j'aimerais être une source d'inspiration pour mes enfants, mes neveux et nièces, mes frères et sœurs. J'aimerais être une source, j'aimerais être une solution. Je continue encore à augmenter les challenges. J'aimerais être une solution pour mon pays. J'augmente encore les challenges. J'aimerais être une solution telle que pour le continent. C'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube. Parce que tel que j'ai pu faire avec mes frères et sœurs, ma femme, mes enfants, je dis, je vais aussi dupliquer la même avec la grande communauté africaine. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est facile de venir comme ça partager avec vous pendant 5 ans? Pendant qu'on va demander à quelqu'un de mettre le pouce, de mettre son like, il va dire non, je ne mets pas le pouce parce que je risque d'enrichir Thierry. What? Tu vas m'enrichir? Tu vois, même jusque-là, tu as mal. Mais tu vas préférer aller donner à un Libanais, non? Je te rassure déjà que mettre le pouce ou mettre le like ou ton commentaire, ça ne, ça ne, YouTube ne me paye pas pour ça. Et je te rassure aussi en disant que je suis venu sur YouTube. Quand je venais sur YouTube, je ne savais même pas que YouTube monnayait, mais je venais parce que je viens partager la valeur. Je viens te dire, voilà ce que je produis. Si tu veux consommer. Au-delà de te faire consommateur, je dis, je viens te transformer en producteur. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour créer de la richesse, créer de la valeur. Et c'est ça qui me garde aussi motivé, aussi clinquant depuis 5 ans. Tu sais ce que ça coûte? De faire des vidéos tous les jours pendant 5 ans. Tous les jours. Pour vous qui voulez réussir sur YouTube, on vous parle de la constance, de la régularité. Donc tu vois donc ce qui a fait de moi un entrepreneur prospère, ce qui a fait en sorte que je puisse réussir dans ce que j'entreprends, c'est la constance, c'est la régularité. Et tu le vois au travers de cette chaîne YouTube. Et je ne suis pas là à me plaindre. Je ne suis pas là à dire que, bon, même quand l'algorithme t'a dit que le partage à pleurer, non. Je vous dis juste, voilà la stratégie à faire. Si vous voulez qu'on soit nombreux à avoir cette information, jouez le jeu. Mais moi, qui est une personne, qui est 2 personnes, qui est 10 personnes qui regardent, j'aurais fait ma part. Je ne me plains pas. Mais je suis aussi fier de savoir qu'au bout de ce temps, que nous soyons presque 63 000, tu imagines 63 000 personnes qui sont là, qui écoutent le message que je véhicule, la connaissance que je partage, l'authenticité que je dégage. Quand de la première vidéo jusqu'à aujourd'hui, depuis 5 ans, nous sommes là, dit qu'on se doit d'aller produire les cultures du terroir, le manioc, le macabre, le manioc, j'ai expliqué pourquoi. Et le manioc aujourd'hui, mon pays, le Cameroun, a homologué tel que la farine de manioc panifiable. Nous étions combien? Nous étions combien ici à le dire? J'étais seul. J'ai interpellé tel que tous les youtubeurs. Le problème de notre communauté aussi, c'est que manque de solidarité, on se proclame panafricain, panafricaniste, afrocentriste, des thèmes des fois comme ça uniquement pour le folklore. Mais dans les faits, quand tu vas gratter, c'est rien. Permets-moi de boire de l'eau, mon gars. Dans les faits, quand tu vas gratter, tu vois, moi je vois plutôt des personnes à mal d'inspiration, des personnes qui se cherchent, des personnes qui sont là, qui couvrent. Non, je dis, on reconnaît les riches par leur capacité de partage. On a encore ce flot de tribalisme. Vous voyez, sur les réseaux sociaux, Internet, sont là à avoir plusieurs sons de cloche, à se jalouser entre eux, à se calomnier entre eux. Vous m'avez interpellé plusieurs fois. Vous m'avez interpellé plusieurs fois ici de collaborer avec certains youtubeurs. Mais on collabore aussi parce que il y a des valeurs qu'on dégage. Moi, ici, vous voyez, je ne parle de valeurs. Je ne tarie pas d'éloges pour les personnes qui font des choses correctement. Oui. Si je devais vendre les informations, je
Je suis en train de vous dire, voilà ce que j'ai gagné. Voilà, non, le but, ce n'est pas ce que j'ai gagné. Le but, c'est de comprendre que je viens impacter, je viens éduquer. C'est pour ça que quand je parle, les personnes qui m'écoutent passent à l'action directement. Celui qui m'écoute de façon assidue passe à l'action, va passer à l'action. Ou la personne qui va m'écouter de façon assidue, moi aussi je comprends aussi. Hein, on n'apprend pas un vieux sage à faire les grimaces. Hein. Si tu m'écoutes de façon assidue, tu vas passer à l'action. Plusieurs sont passés à l'action. Je suis en contact avec plusieurs qui sont allés faire les champs de manioc, de panier, de poivre. Plusieurs ont pris les formations parce que le message que je véhicule, c'est un message authentique. Les personnes qui se sont lancées dans la culture poivrier, bien avant, il y a 5 ans, il y a 10 ans, qui sont tombés sur mes vidéos, qui m'écoutent, sont venus vers moi. Thierry, merci pour tout ce que tu fais. Je me suis lancé dans la culture poivrier il y a 10 ans. J'ai fait 1 hectare. Certains ont fait 2 hectares, 3 hectares. J'ai eu abandonné. Mais à force de t'écouter, ça m'a redonné la motivation de recommencer. Et j'ai gardé le contact avec ces personnes. C'est les personnes qui sont de la diaspora allemande. C'est les personnes qui sont aux États-Unis. J'ai pris le contact, continué à le faire. Ils m'ont envoyé des vidéos, telles que les vidéos de plantation, telles que par WhatsApp. Qu'on commençait à coacher, à former, se sont relancés. C'est de ça qu'il s'agit. Chez les personnes qui prennent les formations, diaspora américaine, canadienne, française, des personnes qui sont en Afrique. J'ai des belles histoires comme ça pour te faire comprendre que le problème, ce n'est pas l'argent. C'est ton mindset. À quel point tu veux voir ta vie changer. Ce n'est pas l'argent. En parlant de coûts de formation, j'ai des personnes qui sont en Afrique, qui prennent la formation, qui m'appellent, qui me disent que mes grands frères, je sais que tu es quoi dans tes modalités de paiement, on ne paye pas en plusieurs fois. Mais s'il te plaît, grand frère, voilà avec le montant que j'ai, voilà 250 000 que j'ai. J'aimerais d'abord avancer ça parce que je n'ai pas envie de toucher cet argent. Quand je serai prêt, que je vais terminer et je prendrai ma formation. C'est ça le mindset des gens qui veulent avancer. C'est ça le mindset des gens qui veulent changer leur vie. J'ai des personnes qui m'appellent de partout en Afrique pour prendre la formation. Tu vois des gens qui veulent changer leur vie. Mais certains vont rester là encore avec le mindset. Quand je dis mindset de pauvreté, il faut le dire. Quand je dis mindset de pauvreté, ce n'est pas que ces personnes manquent d'argent. Je vous dis ici qu'il faut comprendre, la pauvreté, c'est l'état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il y en a qui ont de l'argent, mais qui ont cette mentalité de pauvreté. Que lorsqu'on va dire d'investir sur leurs connaissances, d'investir en visant le long terme. Oh, quoi? Je vais aller mettre combien? 3 000 euros? Non, c'est trop cher. Je vais aller investir combien? 15 000 euros pour le champ de poivre. On te dit qu'un hectare te donne 130 millions. Et qu'il faut patienter 2 ans et demi. C'est quoi 2 ans et demi à l'échelle du temps? C'est quoi 2 ans et demi? Depuis combien d'années tu trapatouilles? Depuis combien d'années tu galères? Voilà, tu as dit que 2025 est en train de se terminer. Qu'est-ce que tu as mis en place? Quel est le produit, quel est le service que tu as mis en place? Pourtant, tu travailles. Bien que tu sois en train de travailler, tu es là, tu trapatouilles, tu galères, tu cours après, tu as dit quoi? Un salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. La vie, c'est une question de choix et de décision. Moi, j'ai fait ce choix-là et ma vie a changé. Et j'ai changé la vie de ma famille. J'ai chassé la pauvreté. Et en le faisant, tel que j'impacte l'économie de mon pays. De toi à moi, 200 millions. 200 millions dans l'économie réelle. Je n'ai pas mis ça dans la Ferrari. Je n'ai pas mis ça dans la Range Rover. Je n'ai pas mis ça dans la Land Cruiser ou Pajero. Je n'ai pas mis ça dans les voyages. L'économie réelle de mon pays. Et j'ai continué, et je continue
à subvenir aux besoins de ma famille, sans me plaindre. Parce qu'il faut comprendre, je suis l'aîné de la famille. L'aîné. Pendant ce temps, je payais encore l'école pour mes petits frères et sœurs. J'ai 3 enfants. Nous sommes 5. Mon épouse, 3 enfants, mon épouse et moi, ça fait 5. Il faut continuer à gérer son foyer. C'est ça le mindset. On ne pleure pas. C'est pour ça que j'ai continué à vous dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les pauvres. Ne va pas faire ça tel que tu mets en mal avec ta famille. Oui, tu le fais, mais tu sais aussi que c'est ce risque que tu prends. Mais je ne te demande pas de venir risquer avec la vie de ta famille. Tel que vous voyez des fois, vous prenez tout votre argent, crypto-monnaie, vous allez mettre, hypothéquer la vie de votre famille, non. Tu vois? Parce que le but ici, c'est de faire en sorte que ta famille, de donner une lifestyle, un style de vie tel que décent à ta famille. Aller entreprendre, ce n'est pas de mettre ta famille en péril. Mais c'est aussi qu'il y a un risque à prendre. Il y a un risque à prendre. Tu ne prends pas ce risque-là, tu ne prends pas le risque d'aller produire le poivre ou le dias au bitacola ou d'aller entreprendre. Ben, tu ne vas pas changer ta vie, quoi. Si tu fais juste le choix de dire, ben, je suis bien là aussi, j'aimerais rester salarié, ben, c'est un choix. Mais en même temps aussi, ne te plains pas. Tu es en train de le voir. Crise économique, récession, fermeture d'emploi, crise sociale, impact environnemental, les entreprises qui ferment, inflation. Tu penses que avec ta seule source de revenus de salarié, tu vas t'en sortir. J'ai été salarié. Hein. Je ne suis pas en train de cracher sur le salariat, mais je dis, le salariat, c'est un bon tremplin pour te permettre de pouvoir diversifier tes sources de revenus. Ce que je te demande ici, c'est de diversifier tes sources de revenus, de te former, de gagner en compétences. Et que nous, en tant qu'Africains, on se doit d'être stratège. Si on veut développer nos continents, c'est d'aller développer des richesses endogènes. Parce que tu as vu, nous sommes dans un monde de rapport de force aujourd'hui. Est-ce que tu as vu la guerre commerciale qui a été déclenchée par Donald Trump? Guerre commerciale, Donald Trump a dit, il monte les taxes. Parce que son pays, l'Amérique, n'est pas en train de bénéficier des retombées. Il a imposé à tout le monde de façon unilatérale. Est-ce que tu vois le rapport de force? Parce qu'il sait qu'il est fort sur le plan militaire, économique, scientifique. Il le dit, sur le plan de la science, de la technologie, et tout, et même monétaire. Wabba, toi, tu es donc qui? Quand tu vois ça, tu commences à venir penser que nous sommes dans un monde de bisounours. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et tu vois qu'il y a de plus en plus des replis identitaires. C'est de bonne guerre. Tu comprends que le libre-échange qu'ils nous ont vendu, ça ne nous profite pas. Parce que nous ne produisons pas. Eux, ils viendront tout déverser toute leur production, faire du dumping chez nous. Tu comprends que quand tu entends que un frère, une sœur, tu vois le produit local, tu te dois de consommer ça. Tu te dois d'acheter ça. Même si ça coûte 2 francs, 10 francs plus cher, tu te dois de consommer. C'est comme ça qu'on valorise les richesses locales. C'est comme ça qu'on valorise le savoir-faire local. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Quand tu vas voir l'huile locale, ah, c'est l'huile de palme, hein? Ah, mais la maman m'a mis ça dans quel genre de bouteille? Tu vas aller à l'hypermarché, tu vas aller voir l'huile de colza avec une bouteille raffinée. Parce qu'il faut comprendre que l'huile de palme comme ça, naturelle, là, c'est tellement riche. Ça n'a pas été raffiné. Bêta-carotène, antioxydants, énormément de choses. Où on conseille même de donner une cuillère d'huile de palme aux enfants, aux nourrissons. Parce que c'est riche en vitamine A. Tu vas aller prendre de l'huile raffinée où on a enlevé, c'est-à-dire que toutes les substances, tous les nutriments. Tu vas dire, ah, c'est chic, ah, c'est bien packagé, ah, c'est bien emballé. Mais il y a un début à tout. Et c'est ce que j'appelle, c'est-à-dire que esprit de pauvreté. Comment tu pourras donc donner comment est-ce que cette personne-là pourra arriver au niveau, c'est-à-dire que du bon packaging? Parce que ce n'est pas nous qui fabriquons les packaging. Nous n'avons pas le contrôle sur cette technologie-là. Les packaging sont encore importés. Donc, quand tu vas importer, c'est l'argent que tu vas donner à d'autres économies.
Pourquoi tu ne vas pas soutenir l'économie locale? Pourquoi tu ne vas pas aller acheter la tomate directement au marché, auprès de la vendeuse là-bas à Amsterdam? Non, tu vas aller à l'hypermarché. Je suis allé à Casino, je suis allé à Auchan, je suis allé à Carrefour, c'est climatisé, c'est propre. Et tu vas commencer à dire que, mais là-bas même c'est sale, hein, patriotisme économique. Est-ce que quand toi tu vois les Occidentaux là, ils viennent acheter tel que dans vos marchés? Les Chinois, quand vous les voyez en Afrique, ils ne mangent que ce qu'ils produisent. Les Libanais ne mangent que ce qu'ils produisent. Les Occidentaux ne mangent que ce qu'ils produisent. Et il n'y a que nous, les Africains, Mbutuko que nous sommes, Mbutuko et Kenge que nous sommes. On veut paraître. On veut paraître. Non, je vais pas aller prendre la tomate. Alors que cette tomate, c'est une tomate qui est naturelle. Est-ce que tu sais là d'où viennent les tomates des hypermarchés qui sont chez nous en Afrique là? Tu connais la traçabilité de ça? C'est pour ça que je fais l'effort de te montrer la traçabilité de tout ce que je produis. Note bien ce mot, la traçabilité. Quand tu vois mon poivre, tu vas le consommer parce que tu as la traçabilité. Tu sais comment ça a été produit de la pépinière jusqu'à ce que tu vois le produit comme ça. C'est pour ça que je me donne ce mal. Quand tu vois mon huile, l'huile de palme, la traçabilité, parce que tu sais comment de la pépinière jusqu'à ce que tu vois l'arbre en train de produire. Tu as vu ça, mon frère ou ma soeur. L'Indien sent le mangue. C'est ça, en fait. Tu connais l'origine de ce que tu manges. N'oublie pas, je dis que ce que tu mets dans ta bouche est ton médicament. Et qu'on peut te détruire. On peut nous détruire à partir de l'alimentation. Pendant que vous êtes encore là, on les a chassés militairement. Non. À travers ce que tu manges, on te détruit en douce. Donc, privilégie plutôt la consommation locale, privilégie la traçabilité, cherche à comprendre d'où ça vient, d'où c'est produit, sur quel sol, de quelle manière. Est-ce que ce que tu achètes, l'acte que tu fais là, ça bénéficie directement au producteur? Donc, privilégier les circuits courts. Aller directement acheter auprès du producteur. Va directement acheter auprès du producteur parce que tu sais que l'argent entre directement dans les mains du producteur. Comme ça va lui permettre de pouvoir développer sa production. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu en viens maintenant, on te dit moins cher, moins cher, moins cher. Est-ce que tu sais? Le moins cher tue. C'est produit de façon chimique. Des fois, c'est des produits qui des invendus là-bas ou des produits qui ne sont pas acceptés. Ils viennent, ils ont pompé des tonnes de produits, certains produits chimiques qui ne sont même pas homologués chez eux. Ils pompent ça parce qu'on vient donner en Afrique. Toi, tu vas manger ça. Demain, tu vas développer les pathologies. N'oublie pas que je dis que c'est ceux qui produisent ces semences-là qui sont aussi que dans la fabrication des médicaments. Tu as compris ça? Si tu as compris ça, marque-moi ça dans les commentaires. C'est les mêmes industries qui produisent les médicaments, qui produisent aussi les semences agricoles. Si tu as compris, là où je vais t'amener, je saurais que tu as compris le contenu de cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces mêmes compagnies-là sont condamnées chaque année à hauteur des milliards de dollars pour des fraudes sur les médicaments, sur trafic d'influence, parce que je vous ai dit qu'ils manipulent nos chercheurs, ils manipulent les dirigeants politiques, parce qu'ils ont les moyens, ils sont plus puissants que les États. Ils acceptent de payer des pénalités, mais continuent à brasser des milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as ces informations-là? Est-ce que tu as ces informations? Donc, comprendre ici que toi, nous, en tant que population, nous avons le pouvoir, parce que c'est nous qui consommons. Ton argent doit aller vraiment pour les belles causes. Et savoir qu'on a le pouvoir parce qu'on peut aussi entreprendre. C'est à nous d'apporter le changement et que chacun peut apporter son changement à son petit niveau. L'Afrique ne va pas se développer avec les belles paroles. L'Afrique ne va pas se développer parce qu'on est en train de pleurer, de blablater. Niet. Nous sommes dans une jungle où c'est les plus forts qui vont dominer sur les plus faibles. Et que ceux qui vont pouvoir s'en sortir, c'est ceux qui sauront s'adapter. Ceux qui sauront s'adapter.
Pas de place aux pleurnicheurs, pas de place aux pleureurs. Mais il y aura de la place à ceux qui seront s'adapter. Et moi, j'ai fait le choix de m'adapter, de ne pas pleurer, de ne pas pleurnicher, parce que je sais que nous sommes dans une jungle. Je m'adapte. Et en m'adaptant, voilà comment je choisis mon modèle. Parce que je sais que je ne sais pas impacter par le plus fort. Quand je choisis d'aller faire les produits du terroir, où ils n'ont pas le contrôle déjà pour l'instant sur nos semences, je fais le choix de m'adapter, de ne pas pleurer, mais de m'adapter. Mais lorsque je serai debout, le temps qu'ils se rendent compte, je suis déjà là. Boum! Es-tu en train de t'adapter ou as-tu fait le choix de pleurer? As-tu fait le choix de te pleurnicher? As-tu fait le choix de rester seulement la blablater? Alors, la question que je vais te poser dans les commentaires, est-ce que tu veux rester uniquement dans la parole, la pleurniche, les pleurs, ou tu veux choisir de t'adapter? Parce que rester dans la pleurniche depuis 60 ans, 70 ans, on pleure. Ça change quoi? Mais les personnes qui s'adaptent, les Chinois se sont adaptés. Les Asiatiques se sont adaptés. Tu vois là où les Chinois sont aujourd'hui. Voilà comment je vais conclure cette vidéo. À chaque fois, encore, c'est des masterclass. Parce que même c'est encore... Merci pour ceux qui vont même rester à 1h30. Beaucoup ont déjà mis les mains à l'air. Oh Thierry, les vidéos là encore, on n'a pas la data. Oh Thierry, je n'ai pas mangé pendant 3 heures. Oh Thierry, je n'ai pas le temps. Certains sont là. Oh mais je n'aurai pas le temps d'aller voir mes vidéos de Congossa, de Mougoupan, les vidéos de Clash. Parce que c'est ça qui nous attire. C'est là où les gens, beaucoup mettent le focus, dans le clash, dans les Mougoupan, dans les futilités. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas après venir pleurer. Parce que pendant que tu es distrait par les clashs, les Mougoupan, il y a quelqu'un qui occupe la place en Afrique, l'espace. La nature aurait du vide. La nature aurait du vide. En bon entendeur, salut.